Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau qui a bougé aujourd'hui spécialement pour se retrouver dans l'ambassade de France à Kinshasa et où nous recevons monsieur l'ambassadeur de France basé à Kinshasa, monsieur François Pujolas, avec qui nous allons discuter de la 4e édition de One Planet Summit. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. bienvenue. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons discuter de la 4e édition de One Planet Summit qui a eu lieu à Paris. La première question, c'est bien de savoir pourquoi cette 4e édition. Le One Planet Summit, c'est d'abord une occasion de mobiliser. Bien sûr l'ensemble des acteurs et d'abord les principaux décideurs. Et donc l'édition qui vient de se tenir avait une approche particulièrement centrée sur les questions de biodiversité, mais pas seulement, puisque dans l'environnement et le développement durable, tout est dans tout et réciproquement, donc tous les sujets sont interreliés, mais enfin l'année 2021 est quand même marquée par la biodiversité et un certain nombre de grands rendez-vous. Donc en janvier, on a eu une introduction un petit peu de top niveau, si je puis dire, à tous ces sujets qui vont nous occuper. La conférence sur la biodiversité, la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra au printemps prochain à Kunming en Chine et qui doit donc réaffirmer et peut-être renouveler les engagements pour la préservation de la biodiversité dans les prochaines années. Il y aura, c'est un événement assez rare puisqu'il ne se produit que tous les 4 ans, le congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est le principal forum en fait où les grands acteurs dans le domaine de la biodiversité, de la protection de la nature et des espèces se rencontrent, échangent et définissent les nouvelles orientations de la communauté internationale dans ces domaines. En septembre à Marseille aura lieu donc, c'est une fois tous les 4 ans seulement, ce congrès. Et puis à l'automne, la conférence de Glasgow, très attendue, qui est en quelque sorte la conférence Paris plus 5 en matière de changement climatique, 5 ans après l'accord de Paris, où la communauté internationale, réunie dans le cadre de la Convention cadre sur le climat, une des 3 principales conventions de Rio, adoptée en 92 à l'occasion du sommet de la Terre. Donc cette conférence de Glasgow sera tout à fait essentielle, puisqu'elle visera à renouveler et surtout à créer de nouveaux engagements pour le climat, de réduction des émissions de toutes les parties prenantes, de tous les États parties prenantes à l'accord de Paris. Super. Pourquoi la France s'intéresse-t-elle vraiment à la biodiversité? Il y a urgence? Il y a sur le sujet de la biodiversité, comme sur beaucoup d'autres, comme chacun le sait maintenant, parce qu'il y a une prise de conscience mondiale qui s'est accrue sur les questions de biodiversité et d'environnement en général, il y a urgence parce que les espèces disparaissent, les écosystèmes se meurent. Or, c'est en quelque sorte notre planète qui est en cause. Comme l'a dit un ancien secrétaire général de l'ONU, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et il le disait à l'occasion du climat, de l'accord de Paris, mais cela vaut pour l'ensemble des problématiques qui sont, comme je le disais, interreliées. Donc la France, consciente de ses responsabilités, souhaite, mais pas toute seule bien entendu, ce qu'elle souhaite faire d'ailleurs dans la méthode, et c'est ce que le président Macron fait, mais c'est une méthode qui marche, c'est-à-dire créer des coalitions d'États, des coalitions de partenaires pour créer un effort réellement mondial, réellement global, face à des défis qui sont mondiaux, qui sont globaux. Monsieur l'ambassadeur, la 4e édition de One Planet Summit a été un cadre idéal pour les États de pouvoir revoir à la hausse leur engagement pour protéger la biodiversité. Pensez-vous réellement que cet objectif a été atteint? Alors comme je le disais, le One Planet Summit, c'est d'abord maintenir la pression, si je puis dire. C'est maintenir la pression parce que l'opinion internationale suit ces sommets et en dehors des occasions où des engagements formels sont pris, on renouvelle les engagements et les chefs d'État et de gouvernement notamment, qui sont en première ligne sur ces sujets, se font fort de montrer qu'ils vont tenir les engagements qu'ils ont pris. Mais le mouvement se prouve en marchant et il faut des actions, il faut que des actes succèdent aux paroles et aux engagements même écrits. En l'occurrence, au One Planet Summit et sur des sujets biodiversité, puisque, comme on l'a dit, l'année 2021, c'est un peu l'année de la biodiversité mondiale, différentes initiatives, différents engagements ont été pris. Je citerai par exemple une coalition de 52 États qui se sont regroupés avec la RDC parmi eux, la France bien entendu, pour se fixer comme objectif de mieux préserver au moins 30% des espaces terrestres et marins d'ici à 2030. Il y a eu aussi, à l'initiative de la France, et nous touchons là un sujet d'actualité, de lien notamment entre les questions d'environnement et questions de santé mondiale, l'adoption d'une initiative tout à fait originale de coopération pour prévenir les pandémies à origine, ce qu'on appelle les zoonoses, des maladies à virus
trouvant leur origine dans des réservoirs animaux. Nous avons découvert, il y a déjà quelques décennies, qu'il s'agisse du sida, d'Ebola ou d'autres maladies, cette problématique, et nous voyons qu'elle tend à devenir globale, à se généraliser ou en tout cas à se multiplier. La France a voulu mettre en place une nouvelle forme un peu inédite de coopération entre des laboratoires de recherche, entre des réseaux de surveillance sanitaire, entre d'autres acteurs impliqués pour permettre de mieux contrôler, si possible, prévenir ce type de pandémie. Donc voilà quelques exemples, il y en a d'autres, engagement au titre de la muraille verte, un projet important pour l'Afrique et notamment la bande sahélienne, ou encore d'autres initiatives. J'en cite une intéressante parce qu'elle associe des acteurs du secteur privé et des financiers en particulier. C'est une alliance pour l'investissement dans le capital naturel. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser des ressources privées pour protéger, mieux préserver des sanctuaires naturels, sachant que, entre guillemets, l'argent public et des États n'est pas toujours suffisant pour atteindre des objectifs. Donc on vise à travers ces fonds qui seront privés et bien essentiellement un objectif de 10 milliards de dollars d'ici 2022, donc c'est l'année prochaine, et c'est un mouvement qui devrait être appelé à se renforcer et donc à contribuer de façon tout à fait décisive, à côté de l'action d'autres acteurs, à la préservation des espaces naturels qui le méritent. Est-ce facile de mobiliser les 10 milliards d'euros? Écoutez, lorsqu'il y a une volonté, on trouve le chemin pour y arriver. Donc je ne peux pas vous dire exactement qui va mettre combien d'argent sur ce fonds. Il y a déjà eu des promesses de fait et nous avons déjà eu beaucoup d'acteurs privés qui sont intervenus ces dernières décennies en préservant des forêts, en préservant différents espaces. Donc ce n'est pas un élément complètement nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la volonté qui s'exprime à travers ces acteurs et c'est ce que veut promouvoir notamment à travers le One Planet Summit le président Macron, c'est-à-dire on ne segmente pas l'effort pour la planète entre les États, les ONG et les entreprises ou les fonds privés, l'argent privé, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait des coalitions interacteurs qui seront donc plus efficaces et qui permettront, dans un même objectif, de rassembler plus de moyens. Mais plusieurs observateurs pensent que le sommet One Planet qui vient de se clôturer est un sommet de plus qui n'apporte pas du concret. Partagez-vous ces points de vue? Je viens de vous citer un certain nombre d'événements qui se sont produits pendant le One Planet Summit, qui sont des engagements tout à fait concrets et à mon avis tout à fait stratégiques pour la planète. Deuxièmement, le fait même que vous en parliez montre que cet événement n'était pas tout à fait inutile au niveau de la prise de conscience et au-delà de la prise de conscience, je crois, de la pression qu'il faut continuer à exercer, y compris sur les dirigeants des différents pays et des principaux pays de la planète en tout premier lieu. Donc de ce point de vue, le One Planet Summit est tout à fait utile et trouve sa place d'animation, de pression à maintenir pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. La tâche n'est pas facile, c'est justement pour cela que le président Macron a pris cette initiative. Alors 5 ans après, aujourd'hui, on voit la France se mobiliser davantage pour parler climat. Est-ce qu'on peut penser que c'est la France qui joue historiquement sa carte ou bien c'est juste pour un effet de mode, plaire aux médias? Si c'est un effet mode, je dirais que c'est une mode qui dure, parce que la mode de l'environnement, et j'en suis heureux, je souhaite que l'environnement et le climat restent à la mode le plus longtemps possible. Le rôle de la France, il n'est pas nouveau. Je pense que chacun, les personnes qui s'intéressent à ces questions ont en tête des initiatives majeures, des prises de conscience majeures qui ont été prises grâce à l'action de leaders français par le passé. Je pense au discours célèbre du président Chirac, qui s'est accompagné d'actions, bien sûr. La Maison brûle, nous regardons ailleurs. C'était à Johannesburg, le sommet Rio+10. Et je crois que de la part d'un chef d'État d'un grand pays, c'était un discours un peu nouveau et en tout cas qui a permis de mobiliser. Mais comme je le disais, le discours ne tient pas s'il n'y a pas d'acte derrière. Et je crois que l'accord de Paris, ce n'est pas le succès de la France, c'est le succès du monde, de la communauté internationale. Et si la France a pu jouer ce rôle, le rôle de coalition, de mettre ensemble les États, de mettre ensemble les acteurs, c'est utile. Mais il faut rester modeste, parce que l'accord de Paris n'est qu'une étape. Et d'ailleurs, il a été adopté comme étant une étape, comme vous le savez. Il est innovant en ce sens qu'il s'agit d'un véritable engagement international de l'ensemble des États et arriver à avoir, il y a un peu plus de 5 ans, autour d'un même accord, parce qu'il s'agit d'une question fondamentale des pays comme les États-Unis ou la Chine, même s'il y a une parenthèse Trump où l'accord, la participation des États-Unis a été mise entre parenthèses, mais les vrais sujets ne meurent jamais et le président Biden a rectifié le tir, une de ses premières mesures, une fois arrivé à la Maison-Blanche. Donc nous avons maintenant, mais c'est une étape, les engagements pris à Paris
et c'est prévu comme tel, ne sont pas suffisants aujourd'hui pour atteindre, à travers donc ces engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre, une limitation de l'augmentation de la température du globe à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Mais si on prenait un engagement très ambitieux à Paris en 2015 pour dire d'ici la fin du siècle, voilà ce que nous allons faire, personne ne trouverait cette démarche crédible parce que les gens se diraient oui mais entre 2015 et 2100 qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas suffisant. Il faut donc créer un processus. Il faut créer l'occasion d'un travail régulier, d'une vérification régulière au niveau de la communauté internationale, au-delà des États, l'ensemble des acteurs parties prenantes, pour justement que graduellement on voit que les efforts sont faits. L'Union européenne, par exemple, et à l'initiative de la France en particulier, a élevé son niveau d'ambition pour 2030, c'était l'engagement de Paris, par anticipation aux engagements que nous attendons à Glasgow, de moins 40 à moins 55% d'émissions. Et nous visons, à l'horizon de la moitié du siècle, la neutralité carbone dans le fonctionnement de nos économies, de nos sociétés. C'est un engagement tout à fait majeur dans lequel la France, en tant qu'un des tout principaux pays et toutes principales économies de l'Union européenne, va contribuer, bien entendu. Donc je crois vous avoir démontré qu'au-delà des mots, il y a des actes, et c'est pour cela que la France, je crois que sa parole est acceptée par l'ensemble de la communauté internationale, parce qu'il y a effectivement une volonté de démontrer que l'on est sérieux et crédible lorsque nous prenons des engagements. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, les retours des États-Unis à l'accord de Paris. Je voudrais savoir, est-ce que la France a joué un rôle? Je crois que d'abord, nous saluons l'initiative prise par le président Biden, mais il l'avait annoncé durant la campagne. Nous connaissons aux États-Unis le fait qu'un certain nombre, et un grand nombre de forces vives, d'entreprises, d'États de la Fédération américaine, la Californie ou d'autres, ont depuis longtemps, et en dépit du revirement, heureusement temporaire des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, ont continué, et depuis longtemps, à agir pour le climat. Donc, si vous voulez, le président Biden a rectifié le tir. La France, bien évidemment, vous l'avez peut-être suivi, Make our planet great again, c'était le slogan du président Macron après la décision de retrait prise par le président Trump. Et des initiatives avaient été prises justement pour mobiliser, fédérer, soutenir les réseaux de chercheurs ou des réseaux d'acteurs aux États-Unis qui voulaient continuer à se battre pour le climat. Donc bien entendu, la France, avec d'autres, a joué son rôle pour permettre à ce que les États-Unis puissent revenir le plus vite possible. Ça a été le cas récemment, donc, à la table. Monsieur l'ambassadeur, la muraille verte, on voudrait quand même en parler aujourd'hui parce que ça se parle de plus en plus. 14 milliards, ça va venir d'où? Est-ce possible de mobiliser cet argent aujourd'hui? Alors, je ne peux pas lire dans la boule de cristal, mais ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs, puis après, prendre les moyens pour s'efforcer de les atteindre. Je crois que sur d'autres sujets, je pense au Fonds mondial, parce que c'était justement dans les mêmes ordres de grandeur. Le Fonds mondial de lutte contre les 3 grandes pandémies, personne ne croyait à ce que la reconstitution du fonds à la fin de l'année dernière à Lyon, en France, sous l'impulsion du président Macron, puisse être atteint. L'objectif a été atteint. Donc, quand on veut s'en donner les moyens, on peut arriver à atteindre les objectifs. Donc concrètement, 14 milliards, on l'atteindra. Alors, je ne sais pas si ce sera 15, 13, 12, mais il faut qu'il y ait un mouvement et il faut qu'il y ait des moyens significatifs qui se dégagent. Mais on l'atteindra notamment, et je crois que c'est ça aussi le signal envoyé par le One Planet Summit, grâce là aussi au soutien des acteurs privés. Parce qu'il ne faut pas voir uniquement les acteurs privés, notamment les entreprises, comme étant ou des pollueurs, et qui essayent de s'acheter une conscience, mais ils sont des parties prenantes et depuis longtemps. Et les principaux groupes, les groupes industriels, même les groupes financiers de la planète, ont compris qu'ils devaient, c'était de leur responsabilité majeure, contribuer à juste proportion aux efforts collectifs. Parce que d'abord, à long terme, si nous ne faisons rien, tout le monde en subira les conséquences, et qu'à court et moyen terme, les opinions publiques peuvent aussi avoir leur rôle à jouer et vouloir pousser les gouvernants à imposer un certain nombre de solutions. Ça a d'ailleurs été le cas dans le domaine de l'environnement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que justement sur la muraille verte, on a une alliance pour l'agroécologie internationale qui sur l'Afrique s'est manifestée pour soutenir ce projet. Donc c'est une initiative tout à fait heureuse. Et puis je vais vous dire, ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. Et ce qui est aussi heureux, c'est que sous l'impulsion de la France,
On a, et ça n'existait pas avant, décidé de la création d'un secrétariat dédié à ce grand projet de la muraille verte auprès de la Convention sur la désertification. Donc une des 3 grandes conventions avec le climat et la diversité biologique du sommet de Rio, sommet de la Terre de 1992. Donc grâce à cet adossement à la Convention, ce qui est tout à fait légitime compte tenu de la problématique désertification, grâce à leur adossement, à son adossement à cette Convention, je pense qu'on aura là un levier pour faire davantage pression et obtenir effectivement que les moyens nécessaires et que l'implication de tous les acteurs nécessaires se fassent autour de ce projet de la muraille verte. Souvent, entre l'expression des intentions et la réalisation, il se passe toujours un silence. Je me pose la question, est-ce que ça va être la même chose avec les engagements pris lors de cette 4e édition? Comme je vous l'ai dit, je crois que ce qui est important, ce n'est pas, justement, il y a des dates importantes dans l'histoire des relations internationales et dans l'histoire des relations internationales autour des sujets d'environnement, de développement durable, de climat. Par exemple, l'accord de Paris, comme la Convention de Rio sur le climat, c'est déjà une date importante. Mais l'important, si je puis dire, ce n'est pas une date en particulier, c'est la succession des dates et des rendez-vous. Je crois qu'il faut se placer dans une dynamique. Donc ce qui est important, c'est que la dynamique se crée. Le One Planet Summit n'a pas vocation à se substituer à d'autres rendez-vous internationaux. Il doit apporter sa pierre pour renforcer la pression internationale autour de ces sujets majeurs. Et je crois que l'objectif est atteint, à la fois par le niveau de participation, par la qualité des débats, par le niveau des intervenants, donc comme je le disais, et puis aussi par un certain nombre d'actions, de projets emblématiques qui bougent, enfin qui progressent à cette occasion et dont le suivi sera assuré puisque justement les One Planet Summit vont se succéder. Il y en a déjà eu 4 et donc ces rendez-vous doivent continuer pour continuer à exercer cette pression nécessaire. Et par rapport à cette 4e édition, si nous regardons derrière la 3e, la 2e édition, qu'est-ce qui a marqué plus votre attention? Bon, il y a plusieurs choses qui sont importantes et à retenir. D'abord, eh bien, c'est que cette édition ait eu lieu, et en dépit des circonstances que vous connaissez. Donc c'est au-delà même des questions technologiques. On peut faire aujourd'hui des visioconférences, et le président Tshisekedi est intervenu en visioconférence. Donc la question n'est pas là, mais c'est qu'il se soit tenu malgré l'attention portée à des sujets plus immédiats. Lorsque vous êtes un dirigeant, vous devez bien vous préoccuper de gérer des crises lorsqu'elles arrivent. Il y a une crise sanitaire mondiale et au-delà de cet élément, je dirais, d'immédiateté, ce qui est heureux et ce qui montre l'importance de cette prise de conscience environnementale dans la population mondiale, ce sommet s'est tenu avec une participation de haut niveau, ce qui a permis de montrer que les dirigeants ne perdaient pas de vue l'horizon plus éloigné et les sujets de long terme qui sont essentiels pour l'avenir de la planète. Okay. Alors, nous sommes en train de chuter déjà, d'étendre la fin de cette interview, monsieur l'ambassadeur. La RDC, avec ses 165 millions d'hectares de forêts, a participé quand même à cette 4e édition de One Planet Summit. Est-ce qu'on peut penser que les pays a tiré profit de ces sommets? Je crois que ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est-à-dire sur l'implication de la République démocratique du Congo dans ces débats de haut niveau, c'est d'une part souligner que on constate un retour un petit peu de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et en particulier sur des sujets globaux tels que celui-là, l'avenir de la planète, le climat et en particulier la préservation des forêts tropicales et la RDC est bien sûr en première ligne sur ce sujet. Deuxièmement, s'agissant des relations avec la France en particulier, je dirais que nous avons eu à cœur, lorsque nous avons relancé notre partenariat en 2019, je vous rappelle que le ministre français était le premier ministre d'un grand pays, notamment membre du Conseil de sécurité, à venir rencontrer le président Tshisekedi au printemps 2019 et nous avons à cette occasion conclu une déclaration conjointe qui est un peu notre feuille de route sur la relance de ce partenariat avec un certain nombre de sujets prioritaires et parmi eux les questions d'environnement et de forêt. Lutter contre la déforestation, préserver la forêt et promouvoir une gestion durable des forêts. Donc très concrètement, par exemple, et en appui d'autres partenaires, hein, la France soutient bien sûr, puisqu'elle en fait partie, l'action de l'Union européenne en RDC sur la biodiversité, qui est ancienne et tout à fait forte, mais à titre bilatéral et avec d'autres bien sûr, elle contribue notamment à la gestion durable des forêts et à la mise en œuvre d'un programme de gestion durable des forêts. Donc ça c'est tout à fait essentiel parce qu'il est de la responsabilité de l'État, des autorités congolaises, de pouvoir contrôler
leur patrimoine, le patrimoine des Congolais, et de pouvoir non pas mettre sous cloche la forêt congolaise, mais de permettre une exploitation durable, c'est-à-dire raisonnable de la ressource. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est un premier projet auquel la France contribue, mais je crois qu'il est tout à fait essentiel. Et un deuxième projet que je voudrais signaler, parce qu'il touche à la fois à la forêt, quelque part, mais en même temps à l'agriculture, qui est une des priorités que le président Tshisekedi a affichées dès le début de son mandat. Et il s'agit d'un programme que l'Agence française de développement va mettre en place. C'est vraiment, ça va commencer cette année pour favoriser le développement des activités agricoles dans des zones parfois difficiles ou compliquées, zones de savane ou zones de forêt dégradées. Donc c'est une réponse très concrète, un problème très spécifique, mais qui permet de relier à la fois l'activité économique, le social, apporter des moyens de subsistance supplémentaires à des populations locales concernées et environnementales, tout en préservant la ressource naturelle forestière en l'occurrence. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes à la fin de cette émission. Une petite question de curiosité. Le président de la République, Tshisekedi, est devenu le président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, les questions de l'environnement ou des changements climatiques sont d'actualité. Je voudrais savoir si jamais il vous a été demandé de donner un conseil. Quelle doit être la priorité dans les questions de changement climatique et des forêts? Je dirais simplement que je félicite le président pour les initiatives qu'il a prises et que, évidemment, tout le monde attend, et ses partenaires en premier, qu'il puisse prolonger au niveau de l'Union africaine les priorités qu'il a pu définir au niveau national. Donc concrètement, la préservation de la forêt, mais aussi d'autres initiatives qui peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique. On a parlé de Inga, il n'y a pas que Inga, les ressources hydroélectriques de la République démocratique du Congo sont importantes. Et puis il y a le rôle que les minerais du Congo peuvent jouer aujourd'hui et demain dans le développement des industries de batteries pour voitures électriques. Donc ce sont des exemples très concrets qui ont été évoqués et qui peuvent justement avoir un prolongement au niveau de sa présidence de l'Union africaine en particulier. Voilà, vous avez été notre invité du week-end. Avez-vous un dernier mot et une adresse à la population qui vous suit? Je suis agréablement surpris et je félicite la population congolaise pour sa résilience dans les difficultés qu'elle traverse. Et je l'ai vu notamment au niveau de la crise sanitaire. Et je suis aussi agréablement surpris de voir qu'au-delà des difficultés économiques, sociales, il y a une prise de conscience, y compris ici en République démocratique du Congo, importante sur les sujets environnementaux. Et c'est tout à fait heureux. Donc félicitations à vous et à nous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces temps. Merci surtout pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et parler de One Planet Summit et aussi parler de l'actualité environnementale dans notre pays. Donc, c'est par ici que nous mettons un point à ces numéros et nous vous fixons rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.